L'histoire du secours en montagne, proposée par Mountain Pass. Mountain Pass, une passerelle entre l'univers de la montagne et le monde de l'entreprise. Learn from altitude. Learn from altitude, prêt à décoller, c'est parti, 5 sur 5. Le 9 février 1999, après plusieurs jours d'intenses chutes de neige, où en 15 jours, 3,70 m de neige se sont accumulées au fond de la vallée, une avalanche pulvérise 13 chalets et en souffle 4 autres. 12 personnes ont trouvé la mort au hameau du Pécleret, à Montroc. Le 9 février 1999, une énorme avalanche balayait le hameau de Montroc, près de Chamonix. 12 morts et 14 chalets entièrement rasés. Dans le numéro de décembre, nos confrères de Montagne Magazine posent la question, cette catastrophe était-elle prévisible ? Et ils apportent au dossier le témoignage d'un guide de Chamonix qui, en 1973, avait mis en garde les autorités. Virginie Fichet et Thierry Simonet. Sur cette parcelle du hameau de Montroc, la neige est toujours en deuil. Pourquoi, même si la zone était classée hors risque, la commune n'a-t-elle pas fait évacuer ? Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour homicide et blessures involontaires, le juge a ordonné une nouvelle expertise. En attendant, le lieu de l'avalanche a été déclaré inconstructible. Le maire de Chamonix sera condamné pour négligence et manquement à ses obligations de sécurité dans la gestion de la cellule de crise pour ne pas avoir évacué la zone concernée. La loi d'amnistie du 6 août 2002 annulera la condamnation. Mais le fond de la décision judiciaire reste intéressante, car le principal reproche qui est fait à la commission municipale de sécurité et qui fondera la condamnation du maire est de ne pas avoir utilisé systématiquement les cartes de localisation probable des avalanches pour analyser le risque et, ensuite, de ne pas avoir évacué préventivement la zone. D'autres questions relatives aux décisions d'urbanisme vont aussi émerger de l'enquête, pointant plusieurs négligences dans la délivrance des permis de construire. Elle n'est plus constructible, elle est en zone rouge, donc dans les zones rouges, on ne peut plus construire. C'est l'un des enseignements finalement. Écoutez, ça c'est l'État qui a pris des mesures par rapport à la construction et c'est une des mesures qui ont été prises, oui. Actuellement, les chiens ont marqué. Il y aurait une zone sous les ratraques. On dégage le maximum de neige de manière à ce que les gens avec les pelles puissent creuser le trou pour voir s'il y a une zone de survie dessous. Finalement, l'avalanche nous renvoie à une question fondamentale de notre époque. Comment améliorer la prise de décision dans un environnement incertain et surtout imprévisible ? Comment mieux percevoir le réel et aborder avec pragmatisme les risques qui nous entourent ? Un vaste sujet dont je parle aujourd'hui avec Blaise Agresti. Quelle est la leçon de ce secours pour vivre la montagne aujourd'hui ? Learn from altitude. Blaise Agresti, guide de haute montagne, ancien commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne et cofondateur de Mountain Pass. Bonjour Blaise. Bonjour Jessica. Parmi les risques en montagne, il y a la crevasse. Nous en avons déjà largement parlé avec la survie incroyable de Guy Labour. Et il y a l'avalanche. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avalanche ? Alors c'est que l'avalanche, elle est présente dans les chroniques dès le début de l'alpinisme. On l'a vu aussi avec l'histoire du docteur Hamel, c'est une avalanche qui emporte la caravane en 1820. Et tout au long des chroniques, on a l'avalanche. Et l'avalanche, elle est à la fois un imaginaire de quelque chose qui nous tombe dessus sans qu'on sache pourquoi. Donc il y a une dimension puissante du risque, derrière l'idée du risque de l'avalanche, c'est l'idée des choses qu'on ne contrôle pas. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de métaphores pendant la crise du Covid sur cette idée d'une forme d'avalanche, de crise qui se succède. Donc le mot avalanche en tant que tel, il est assez connoté déjà, donc il nourrit un imaginaire un peu anxiogène. Et après, il y a la réalité opérationnelle. L'avalanche, dans sa réalité, quand elle touche des skieurs, quand elle touche une cordée qui est en train de gravir un couloir,
Là, on est dans le pratico-pratique. Elle est très anxiogène dans tous les cas, parce qu'on n'est pas capable de la prédire. Les plus grands chercheurs s'y sont collés quelque part. Il y a un institut à l'École Polytechnique de Lausanne qui réfléchit là-dessus, des grands scientifiques qui ont travaillé sur la modélisation, et on n'arrive toujours pas, dans un monde très rationnel, on n'arrive toujours pas à la prédire. Donc c'est tout cet imaginaire qui nourrit notre peur de l'avalanche. Et dans le cadre de l'avalanche de Montroc, donc si on ne pouvait pas la prédire, est-ce que on aurait pu l'imaginer ? Est-ce qu'il y avait des antécédents sur ce lieu ? C'est toujours le sujet en fait, quand on est sur un événement comme celui-là, et c'est toute l'enquête judiciaire qui vient après, c'est de comprendre pourquoi. Et sur l'avalanche de Montroc, en fait, on a petit à petit, au fil de l'enquête, découvert qu'il y avait quand même des traces, notamment Armand Charlet, le célèbre alpiniste qui a fait plus de 100 fois l'Aiguille Verte, qui était aussi un grand guide à la compagnie de Chamonix, qui était un grand formateur à l'école des guides, avait noté sur le cahier de la commune d'Argentière, qui était encore une commune à cette époque-là, que les 2 avalanches qui venaient du versant Peclerey et du versant des Posettes, donc des 2 côtés de la vallée, s'étaient rejoints en 1945. Mais c'était une information qui avait été écrite et qui menaçait finalement le secteur en termes de constructibilité. Et donc, il y a eu des commentaires assassins dans la bordure du carnet de la mairie d'Argentière en disant menteur, etc. Donc, il y a eu des gens, entre habitants, il y a eu quand même cette dispute. Donc ça, c'est dans les années 50 qu'il y a ces consultations. Parce que l'enjeu, c'est l'urbanisme. Est-ce que ce sont des terrains constructibles ou non ? Et finalement, on est dans les années 50, on est dans les 30 glorieuses, on est dans cette espèce de croyance que l'homme peut aménager la montagne tout azimut, on peut fabriquer des stations, on peut tout faire. Et pourquoi pas construire des maisons entre le village du Tour et le village de Montroc ? Ce sont des jolis prés magnifiques. Et donc, cette information qui est sur un carnet, qui a été retrouvée pendant l'enquête judiciaire, est totalement passée à la trappe, oubliée. Et donc, on a construit, et la mémoire collective s'est évanouie face aux enjeux d'urbanisme. Et peut-être juste aussi, je l'avais remarqué à l'époque, les anciens encore avant ceux comme Armand Charlet qui avait noté dans un cahier cette information comme quoi les 2 avalanches étaient rejointes, donc elles avaient totalement traversé la vallée. En fait, les anciens, ils avaient une autre manière de nous indiquer, de nous donner de la vigilance, c'est la toponymie. Et quand on regarde ce qui domine le secteur de Montroc, notamment du secteur côté Passon, donc côté versant nord de la montagne, il y a des petits sommets. D'abord, le couloir s'appelle le couloir des Grands Lanchis. Le Grand Lanchis, c'est la Grande Avalanche. Donc, on a nommé le couloir qui est à la verticale des prés le Grand Lanchis. C'était pas pour l'appeler les petites fleurs bleues, c'était le Grand Lanchis, les Grandes Avalanches. Et les sommets c'est le bec de la Cluie, qui est le souffle de l'avalanche, et Peclerey, et qui lui-même ne porte pas complètement le sens de l'avalanche. Mais on avait au moins plusieurs indices de la toponymie des lieux qui étaient des informations sur le risque. Mais qui aujourd'hui s'intéresse à la toponymie des lieux pour faire son analyse des risques. C'est incroyable quand même de se dire que les anciens savaient qu'il y avait des indices et que tout ça aurait pu être évité. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? On a continué à urbaniser en fait. En fait, on est sur des rapports de force entre une petite parole de paysans de la vallée qui sait, qui est détenteur de cette mémoire collective, et d'autres enjeux qui les dépassent complètement, qui sont la pression urbanistique, les enjeux fonciers, etc. Et ce rapport de force, dans les années 50, il est hyper asymétrique. C'est pas la petite voix qui elle-même peut-être est propriétaire aussi d'un pré, qui peut avoir une valeur démultipliée par 10. Donc finalement, les voix s'éteignent les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elles soient réveillées par l'événement de 99, qui vient comme une espèce de tremblement de terre, parce qu'on l'avait oublié, et on s'était dit que finalement on avait mis sous contrôle les couloirs de la vallée de Chamonix par des petites mesures de déclenchement, par tout un tas d'actions préventives qu'on pensait suffisantes, mais qui sont suffisantes pour une avalanche qui se passe tous les 2-3 ans, de petite ampleur, mais qui n'est pas du tout adaptée à une avalanche qu'on peut qualifier de centenale, mais elle n'était même pas centenale, parce qu'elle s'était déjà produite 2 fois au cours du XXe siècle. Donc l'événement était plutôt sur une occurrence de 50 ans. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans la capacité de se souvenir d'événements qui ont 50 ans, en tout cas en 99. Aujourd'hui, les choses ont dû évoluer quand même, parce que la connaissance, la science a progressé, mais on a du mal quand même à imaginer le pire. Le cerveau humain a été ainsi fait, et ça c'est vraiment décrit par un auteur qui s'appelle Nassim Taleb, qui parle du cygne noir,
qui est en fait notre incapacité à voir le signe noir. Le signe noir, qui est un événement à très fort impact, mais à très faible occurrence, c'est-à-dire que ça se passe rarement, mais ça a un très gros impact. Donc c'est quoi ? C'est les attentats terroristes du 11 septembre, c'est les grandes crises, c'est le Covid, ce sont des signes noirs. Et l'avalanche centenale est un signe noir, c'est qu'on n'a pas envie de mobiliser notre énergie intellectuelle d'humain pour intégrer ce risque dans la construction, dans la prévention, etc. Parce que 100 ans, on estime qu'on n'est pas forcément concerné à l'échelle de notre propre vie, et donc on le met sous le tapis. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au cours des cycles. Et donc ça veut dire qu'après, on passe d'un modèle où ce sont les individus qui sont gardiens du risque à des collectivités qui doivent être gardiennes du risque. Et donc ça transfère complètement le champ de la responsabilité. Tout à fait. Donc qui est responsable de dire et de gérer le risque ? C'est un super sujet de complexité administrative. C'est qu'en France, le maire n'a pas complètement le pouvoir de dire le risque, parce qu'il n'a pas les outils, il n'a pas tout un outillage technologique pour modéliser, il n'a pas d'université, etc. Le maire n'a pas tout ça dans ses mains. Mais par contre, on lui demande de le gérer. Et il n'a pas les outils, mais on lui demande de modéliser et de prévoir le risque. Donc c'est une situation qui est ubuesque. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on change de modèle. Avant, c'était l'État qui était gardien du risque. Il a transféré la responsabilité du risque aux communes sans leur mettre l'outil. Les communes elles-mêmes sont en train de se transformer en collectivités, communautés de communes, qui elles-mêmes sont dans un entre-deux en termes de construction administrative et juridique. Donc bilan, le risque aujourd'hui, il est un peu là, dans la commune, il est un peu porté par le préfet au niveau de l'État, il est un peu porté de temps en temps par les collectivités type le département ou la collectivité communauté de communes. Et comme il est un peu partout et nulle part, c'est un objet difficile à traquer, à tracer. Et je pense que c'est un énorme chantier dans la transformation et la réforme de l'État. On est passé à un modèle qui était très étatisé, et ça c'était jusqu'aux années 2000, un modèle où on a redonné ça aux collectivités sans les accompagner là-dedans. Donc il y a, pour moi, aujourd'hui, il y a un vrai chantier pour repositionner le risque au bon endroit et les bons outils, avec les bonnes ressources, notamment sur les avalanches, qui, dans la vallée de Chamonix, est un risque majeur. Je rappelle, il y a 117 couloirs. On a des glaciers suspendus qui, avec le réchauffement climatique, vont se fragiliser dans leur stabilité. On a des avalanches qui sont déclenchées parfois par des séracs, donc des chutes de glace qui déclenchent ensuite une avalanche de neige, comme on l'a vu il y a quelques jours. Il y a eu une avalanche à Tacona. Il y a eu 2 mois avant une avalanche au Bourgat, donc c'est un autre petit vallon, qui sont tous à la verticale du Dôme du Goûter, qui est un sommet à plus de 4000 mètres. Donc en fait, on a construit une ville dans une vallée qui est presque himalayenne, dans la mesure où on a des sommets à presque 5000 mètres, 4800 mètres, mais le dénivelé entre le bas de la vallée et le sommet est de 4000 mètres, quasiment, et 4000 mètres, c'est une face himalayenne. Donc on a un peu oublié qu'on était au centre de l'Europe, avec une petite configuration géographique qui fait que les risques sont relativement majeurs, en particulier dans la vallée de Chamonix. Face à un tel événement, d'une telle ampleur, comment on peut gérer, comment on peut mettre en relation les différentes équipes qui vont travailler, les pompiers, le PGHM, comment construire en commun cette gestion du risque ? Il y a 2 niveaux en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tout ce qui relève des mesures préventives avant l'événement, avant que l'avalanche ne tombe, et ça c'est vraiment tout un dispositif qui doit être porté par plein d'acteurs, la mairie, la Comcom, l'État, des universités, des gens qui sont capables de modéliser, la science, des experts, enfin voilà, il y a tout ça. Ça, c'est des longs processus qui coûtent beaucoup d'argent, parce qu'il faut instrumenter les lieux, il faut être capable d'avoir des datas, il faut qu'il y ait Météo France qui soit présent. Donc il y a ce travail-là qui est un gros chantier préventif. Et ça, c'est celui sur lequel il y a, de mon point de vue, encore beaucoup de travail. Et ensuite, là, il y a la réponse opérationnelle quand l'événement se produit. C'est quand l'avalanche vient tomber sur des habitations, etc., comment on réagit. Et c'est sûr que les enseignements de l'avalanche de Montroc, c'est qu'on avait quand même du travail pour mieux coordonner la réponse qu'on appelle interservice, qu'on dénomme ainsi, qui est la capacité à mieux se coordonner entre les différentes forces, les parties prenantes de la crise, qui sont les pompiers, les gendarmes, les collectivités, les guides, toute la ressource qui peut être mise à disposition dans ce type d'événement. Et là, pour le coup, on a fait d'énormes travaux pour rédiger une circulaire avec un préfet, le préfet Kiel, il y a quelques années, où on a modélisé la réponse opérationnelle et pour la rendre très fluide parce que préconçue. Ce qui n'avait pas été le cas sur l'avalanche de Montroc, on a plutôt été dans l'adaptation
Je dis pas d'improvisation, parce que ça s'est quand même bien passé, mais on s'est plutôt adapté. Et là, maintenant, c'est modélisé. Donc ça permet quand même d'avoir une réponse extrêmement efficace. Donc, j'allais dire, sur la réponse opérationnelle, les choses ont beaucoup progressé. Sur la manière de dire le risque et de placer les mesures préventives, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et quand même, c'est pas rien. Il y a eu des automates d'alerte pour prévenir la population. Il y a eu une analyse des secteurs. Il y a eu aussi, en matière d'urbanisme, des gros efforts de la commune de Chamonix pour revisiter les plans d'urbanisme. Donc tout ça, c'est très bien. Mais voilà, maintenant, dans la gestion opérationnelle de l'avant-crise, c'est-à-dire les jours d'avant, est-ce qu'on sait si ça va partir, pas partir, dans ces 117 couloirs et au-delà, voilà, il y a encore un petit peu d'amélioration, mais qui a été prise en compte par le maire de Chamonix. Et selon vous, Blaise, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette catastrophe ? C'est un enseignement qui dépasse largement pour moi la catastrophe de Montroc, qui est comment on rentre en crise finalement. La crise, c'est souvent un révélateur de ce qu'on a préparé, de ce qu'on a mis en œuvre préalablement. C'est-à-dire que quand la crise se produit, c'est trop tard. Et donc peut-être l'enseignement, c'est que les crises de demain seront des crises complexes, qui ne peuvent pas mobiliser un seul acteur, évidemment, qui vont mobiliser une pluralité d'acteurs. On le voit bien dans la crise Covid, on est sur du sanitaire, de l'économique, du social avec des enjeux économiques qui ont un impact sur la vie des gens. Donc ce sont des crises qui sont plurielles. Et face à ça, la réponse ne peut plus être celle de l'État, l'État tout-puissant. C'est forcément une réponse qui est coproduite, qui est collaborative, qui est aussi préparée, modélisée. Donc c'est une manière de penser le monde, le futur, qui est non plus la planification, mais qui est une manière de scénariser les futurs. Il faut changer finalement de mindset, de manière de fonctionner. Au lieu de dire on déroule un plan, et on met en œuvre ce qui a été prévu dans le plan, ben non, on scénarise, on modélise et on s'ajuste. Donc c'est une pensée un petit peu différente. On a cru qu'on allait mettre sous contrôle les risques pendant, on va dire, une 50aine d'années. Et on se rend compte que ça sera toujours une combinatoire de risques et que pour cela, il faut avoir pris une habitude collective de rentrer en crise, d'avoir des fondamentaux qu'on connaît bien, manière de mettre en place une cellule de crise, de mettre en œuvre les ressources et ne pas penser réponse unique, unilatérale, mais plurielle et collaborative. D'accord, merci Blaise. Merci Jessica. Learn from Altitude, un podcast produit par Mountain Pass et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir l'ouvrage illustré « Une histoire du secours en montagne » imprimé aux éditions Glénat.